Et cette semaine, on continue de donner la parole aux historiens africains. Macodou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les Noirs en France du XVIIIe siècle à nos jours aux éditions Paris. Et vous êtes actuellement sur l'écriture d'un livre comparatif entre les États-Unis et la France concernant la question de l'esclavage, les luttes contre l'abolition et les conséquences. Cette nuit, vous l'avez sans doute vu, la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale à Paris a été vandalisée. Je rappelle que Jean-Baptiste Colbert était le ministre de Louis XIV à l'initiative en 1685 du Code noir qui a légiféré l'esclavage dans les colonies françaises. Est-ce que dans l'histoire de France, on a déjà débaptisé, déboulonné des statues? Absolument. Vous savez, l'histoire est une constante relégitimation. Au moment de la Révolution française, il y a d'abord les églises qui ont été saccagées, incendiées. Et il y a beaucoup de lieux de culte donc, qui ont été détruits. Et même la basilique de Saint-Denis, qui abrite, qui est la sépulture des rois de France, a été vandalisée. Et la ville de Saint-Denis même a été débaptisée en Franciade. Donc, vous savez l'histoire, chaque époque son symbole. C'est une relégitimation constante, une revisitation constante. Et ça a continué depuis la Révolution. Donc l'histoire n'est pas quelque chose de figé, pas plus que les identités sont figées. Elles sont en fonction des situations, des confrontations historiques, des grands enjeux du moment. Mais, or là, on dirait qu'il y a une sorte de verrou, déboulonner des statues de Colbert, Faidherbe à Lille. C'est devenu la ligne rouge à ne pas franchir. Emmanuel Macron l'a même rappelé. Comment expliquer cela? Non, parce que d'abord, la France est un grand pays. Non pas par sa population ni par sa superficie, mais par les grandes idées novatrices qu'elle a lancées au monde lors de la Révolution française. Cette proclamation, les hommes naissent libres et égaux, a fait le tour du monde. Elle a fait le tour de l'Europe, elle a fait le tour du monde. Mais en même temps, il y a cette contradiction fondamentale que la Révolution française n'arrivait pas à surmonter. Proclamer Urbi que les hommes naissent libres et égaux, et Orbi, maintenir l'esclavage, c'était intenable. Et il y a eu de grands abolitionnistes, des révolutionnaires comme Mirabeau, comme Robespierre. Et au moment où les colons de Saint-Domingue, donc d'Haïti actuelle, voulaient envoyer une députation à la Révolution française, mais voulaient être les seuls représentants du peuple de Saint-Domingue, Mirabeau leur demandait où mettez-vous vos Noirs dans vos bétails, dans votre bétail, dans votre cheptel ou quoi, etc. Donc, vous voyez cette contradiction fondamentale que la France n'a pas pu surmonter. Et toujours aujourd'hui, parce qu'on a entendu Emmanuel Macron, on a entendu Édouard Philippe, quand il parle, par exemple, d'épuration mémorielle, est-ce qu'on se trompe de débat encore aujourd'hui? Disons que le débat est biaisé, parce que, vous savez, la République, déjà, elle-même, a mis du temps à s'établir. La République a été remise en cause plusieurs fois. Elle a été remise en cause par Bonaparte. Avec le consulat et l'Empire, puis ensuite sous la Restauration, l'esclavage ayant été aboli, puis ensuite rétabli. Il a fallu 1848 pour que l'esclavage soit à nouveau aboli. Mais pendant ce temps, la République cherchait à se consolider, à se donner une légitimité. Pour ça, il y a eu des symboles. Vous savez, l'histoire de France est une reconstruction. En 1880, 65% des Français ne parlaient pas français. C'est l'école de Jules Ferry et la conscription militaire qui ont francisé les Français. Et le processus de francisation des Français est concomitant au processus de colonisation des Africains. C'est-à-dire qu'on a appris à parler français en même temps que les Français, les petits Alsaciens, les Bretons, les Provençaux. En 1880, 65% des Français ne parlaient pas français. La nation ne sait pas ce que c'est. Il y avait une querelle extraordinaire entre la France après la débâcle de Sedan, entre Renan et les idéologues allemands. Qu'est-ce que c'est la nation? Parce qu'avant, on connaissait que des empires, comme l'Empire perse, comme l'Empire romain germanique, l'Empire chinois et les cités-États, Sparte, Athènes, Venise, Florence, etc. Donc la notion de nation, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire. Macodou Ndiaye, je voulais vous faire réagir à cette
tribune publiée au journal Le Monde de l'écrivaine Léonora Miano. Elle dit « Ce qui dérange, c'est le profil de ceux qui demandent le déplacement des statues de Colbert ». Vous êtes d'accord avec cette analyse? Le problème, c'est que la requête vient des ex-colonisés. Je nuancerai ce propos, à savoir que quand même il y a une liaison dialectique entre la colonisation, l'Empire, ce que fut l'Empire français. De Gaulle, à l'époque, avait dit à ses couturiers, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Rappelez-vous, Douste Blazy, en 2004, avait promulgué une loi qui reconnaissait l'œuvre de la France dans les colonies. Et plus tard, en 2017, à Alger, Emmanuel Macron a dit que la colonisation était un acte de barbarie. Voilà, la France aussi, chaque fois dans cette contradiction-là, entre l'œuvre qu'elle a accomplie, qu'elle pense avoir accomplie au nom de la civilisation, au nom des grands idéaux de liberté, de fraternité et d'universalité, en même temps aussi, cette histoire-là, bon, elle n'arrive pas à l'assumer totalement. Ça, c'est la contradiction des nations, de la France aussi. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse? C'est pas que je ne suis pas d'accord, mais bon, il y a des symboliques très fortes quand on érige une statue. C'est pour célébrer quelqu'un, c'est pour le magnifier, etc. Donc il y a des statues qui dérangent des peuples qui ont été en marge de l'histoire, qui ont été insignifiés longtemps dans l'histoire. C'est tout à fait normal. Ça, c'est le combat constant. Et Brodel l'a bien expliqué que l'identité, il faut qu'elle bouge. C'est-à-dire que cette identité aujourd'hui qui est non partagée sera une identité un jour qui sera partagée. Alors il y a cette affaire George Floyd qui a réveillé un petit peu, réveillé un petit peu tout ça en France. Les détracteurs reprochent une importation de la lutte américaine, un mimétisme, et disent que ce n'est pas la même histoire. Quelle est la différence entre la France et les États-Unis à ce sujet, sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité? Il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de dissemblances. L'esclavage n'a été aboli aux États-Unis qu'en 1865. En France, c'était en 1794, puis en 1848, 11 ans avant l'abolition américaine. Ceci dit, pendant très longtemps, entre la France et les États-Unis, il y a eu des regards croisés parce qu'il y a eu beaucoup de Noirs qui, pendant longtemps, ont considéré la France comme un sanctuaire. Et qui fuyaient les États-Unis, la ségrégation. Je vous donne un exemple bien précis. Pour venir en France. La plupart des planteurs de Virginie et du sud des États-Unis qui faisaient des enfants à leurs esclaves, et pour échapper au courroux de leurs femmes, envoyaient leurs rejetons en France faire des études. Et ceux-ci, plus tard, formeront l'école de la Nègre Renaissance, l'école de Harlem, qui va préfigurer de grands écrivains comme Langston Hughes, comme Quentin Collin et comme Richard Wright. Donc il y a eu ce mythe de la France, sanctuaire des libertés. Et en 1914, lorsque la guerre éclate entre l'Allemagne et la France, la plupart des Américains noirs voulaient se battre aux côtés de la France, qui était considérée comme le pays des libertés. Et les États-Unis n'entreront en guerre qu'en 1917, après le torpillage de Lusitania. La France, terre des libertés. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis aujourd'hui? Pourquoi on en est là? Vous savez, après les Français ont découvert l'Amérique autrement, parce que la plupart des Noirs américains qui sont venus amener le jazz avec eux, ils étaient persécutés dans leur pays. Il y a eu beaucoup de lynchages en 1921, des soldats qui sont battus aux côtés des Alliés, qui retournaient aux États-Unis, ont été léchés dans le Sud. Et puis ensuite, il y avait l'époque de la ségrégation raciale, le Ku Klux Klan qui sévissait. Il y a eu 2500 lynchages aux États-Unis, etc. Alors pourquoi on en est là aujourd'hui en France? On en est là parce que l'histoire bégaye. Et ensuite, il y a quand même, il faut tenir compte de l'évolution des États-Unis. En 2008, avec l'élection d'un homme de couleur, c'est pas un afrodescendant, son père est kenyan, à ce moment une blanche, ça pouvait signifier une sorte de nation arc-en-ciel. Ça symbolisait enfin l'unité des tribus des races en Amérique. On a dû déchanter. Et il y a une certaine Amérique blanche, revancharde, etc., avec Trump, il ne faut pas se le cacher, et qu'aujourd'hui, qui se sent menacé. C'est le syndrome du petit blanc. On le voit en France, dans les banlieues. Justement, en France, le rapporteur de l'ONU pour le racisme a dénoncé un racisme systémique en France. Jacques Toubon a dénoncé il y a quelques semaines une discrimination systémique de la police en France. Vous diriez qu'il y a un racisme typiquement français?
Mais je ne dis pas typiquement français, c'est le poids de l'histoire. Vous savez, toutes ces idées, les manuels scolaires qui sont chargés quand même de symboles, où les Noirs étaient décriés, n'étaient pas en tout cas dans la civilisation. Mais si on a essayé après de changer le cours des choses, forcément ça influe dans l'imaginaire des gens, dans les institutions. La police est le bras armé des institutions. Forcément, je ne dis pas que tous les policiers sont racistes, mais il est largement partagé comme quoi, bon, les gamins des cités ne sont pas comme les autres. En plus, ils subissent la discrimination au quotidien dans l'emploi, dans la recherche de logement. Tout ceci crée des sentiments de frustration qui, à la longue, peuvent être exacerbés par un événement qui a lieu ailleurs dans le monde. Alors, il y a cette question des statues dans l'espace public, on en a parlé, mais il y a aussi l'autre enjeu, les œuvres d'art africains dans les musées, leur restitution, car fruit d'un pillage. Écoutez, regardez, cette séquence, c'était il y a quelques jours. Ça, c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison. Vous êtes des voleurs. Vous avez laissé ça, on va partir avec à la maison. Voilà. Voilà, c'était une opération au quai Branly à Paris. 5 militants ont arraché de son socle un poteau funéraire et ils vont être jugés en septembre pour cela. Le nouveau patron du musée, Emmanuel Cassaressou, a qualifié le rapport Felwinsar Bénédicte Savoie sur la restitution des œuvres d'art africains de très militant, précisant qu'il ne saurait en faire sa ligne directrice. C'est un retour en arrière sur la question. Non, parce que lui-même a été directeur du musée Chibaou, à que je sache, etc. Donc il est moitié kanak, moitié blanc. Moi, je pense que le problème de la restitution des œuvres d'art doit être situé dans un contexte à la fois historique et philosophique. Il n'y avait pas de musée en Afrique. Ces objets-là ne sont pas des objets d'art tels qu'on l'entend, en tout cas bon, dans la conception européenne. Ce sont des objets de rituel qui participaient aux rituels, en tout cas aux cérémonies, à toute la symbolique africaine, à la gestuelle africaine, etc. Donc on n'est pas sur le même plan opératoire. Mais bon, en même temps aussi, c'est symbolique aussi. Et les peuples revendiquent ce qu'ils peuvent revendiquer, ce que le palais a les yeux dans la modernité symbolique. Macounda Ndiaye, merci. Je rappelle que vous êtes historien. Et philosophe. Et philosophe.